La riposte canadienne ne s'est pas fait attendre, dollar pour dollar. Des surtaxes de 15 à 50% sur une série de produits en provenance des États-Unis. Elles entreront en vigueur le 8 septembre prochain. Les contre-tarifs du Canada visent avant tout à protéger l'industrie canadienne touchée par les tarifs américains et à lui permettre de soutenir la concurrence face aux produits américains sur le marché canadien. Il s'agit d'équité, il s'agit d'assurer des conditions de concurrence équitables, il s'agit de soutenir les travailleurs et les entreprises du Canada. Une riposte aux nouveaux droits de douane américains de 50% entrés en vigueur samedi. La majeure partie de ces mesures de représailles canadiennes concernent l'acier et l'aluminium. Il y a encore quelques jours, Ottawa négociait pour obtenir des États-Unis une réduction de 50 à 25% des droits de douane sur ces métaux produits au Canada. La hausse du coût de ces matières premières se répercutera sur l'ensemble du secteur manufacturier de part et d'autre de la frontière. C'est toute cette chaîne industrielle, cette chaîne de valeur entre les deux pays qui travaillent à produire les composantes pour les véhicules automobiles, pour l'industrie aérospatiale, pour l'emballage, qui subit en fait les contre-coups, le contre-choc de ces tarifs-là. Autre annonce par le gouvernement canadien, le déblocage de 7,5 milliards de dollars pour soutenir la trésorerie des entreprises du pays et renforcer les allocations chômage. De son côté, Donald Trump a de nouveau menacé son voisin lundi avec une nouvelle surtaxe de 50%, cette fois-ci sur les voitures importées du Canada. Voilà pour cet état des lieux. Notre invité ce matin pour en parler, Serge Aumain, professeur d'histoire contemporaine à l'Université libre de Bruxelles et co-directeur du Centre interdisciplinaire d'études des Amériques. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, la riposte de Mark Carney, est-ce qu'elle est essentiellement symbolique ou vraiment stratégique? Mais je dirais que c'est un petit peu les deux. Évidemment, elle est symbolique. Elle est symbolique dans le sens où, pour le Canada, il faut tout de même se rendre compte que 70% des exportations canadiennes se dirigent vers les États-Unis, tandis que de l'autre côté, c'est à peu près 17% et demi. Il faut se rendre compte aussi que le PIB des États-Unis, c'est 13 fois celui du Canada, mais c'est aussi stratégique parce que on est dans une négociation et on avait l'impression que le Canada voulait absolument que cette négociation aboutisse, mais il semble qu'au dernier moment, les conditions mises par les Américains n'étaient plus acceptables. C'est une prise de risque tout de même de la part du Premier ministre canadien. Oui, c'est une prise de risque. En même temps, c'est une manière aussi je dirais, de renforcer sa popularité. Il faut se rendre compte que 70% des Canadiens soutiennent une ligne dure par rapport à Donald Trump. Dans un premier temps, la plupart des premiers ministres des provinces et également les chefs des partis de l'opposition faisaient cause commune avec lui, mais il est possible que plus on avance, plus on va voir les conséquences pour les Canadiens qui risquent d'être importantes et là, il pourrait y avoir des tensions dans la population. Quel type de conséquences? Alors, la particularité, c'est que on sait que dans une guerre commerciale, il n'y a que des perdants. Et ici, bien entendu, les Canadiens vont devoir payer plus cher des produits américains. En même temps, pour les entreprises, et c'est pour cela que l'on a annoncé au niveau fédéral un soutien de l'ordre de 7,5 milliards de dollars, c'est qu'un certain nombre d'entreprises canadiennes vont perdre leur marché américain, ce qui devrait entraîner des mises à pied et donc avoir des conséquences très négatives pour l'économie canadienne de manière générale. Et ça, c'est évidemment problématique. C'est problématique aussi, notamment au Québec, qui est touché en premier lieu. Là, 85% des Québécois sont pour une ligne dure dans les négociations avec Donald Trump. Et il faut se rendre compte qu'au Québec, on arrive bientôt à des élections au début du mois d'octobre et le Parti québécois, ce fameux parti qui prône toujours l'indépendance du Québec et le fait de mettre en place un référendum, mais ce serait après la fin du règne, si je puis dire, de Donald Trump, le Parti québécois est aujourd'hui en tête dans les sondages. Donc, tous ces éléments entrent en ligne de compte.
Il y a d'ailleurs eu des tensions sur le sujet de la langue française avec l'administration Trump. Là aussi, c'est essentiellement symbolique de la part du président des États-Unis qui veut notamment bannir le français sur les étiquettes de certains produits américains. Oui, alors là, les informations ne sont pas encore extrêmement précises, mais il semble qu'il y a cette question de bannir effectivement l'affichage en français sur un certain nombre de produits. Il y a aussi ce qu'on appelle le principe de la découvrabilité, c'est-à-dire les produits mis en avant lorsque vous faites vos recherches sur Google, etc. Mais il faut dire que Donald Trump a réagi hier matin de manière très ferme sur le sujet en disant que son idée n'avait jamais été de mettre en cause la situation du français. Il a déclaré sur son site Truth Social, je n'empêcherai jamais les Canadiens français de parler français. Je n'ai jamais pensé une chose aussi stupide. Elle a été inventée par le Premier ministre. I love French Canadian. Donc, il faudra voir ce qu'il en est exactement. C'est une crise inédite entre les États-Unis et le Canada. Comment en sortir? Oui, alors effectivement, cela a toujours été deux voisins qui s'entendaient très bien. C'est la plus longue frontière du monde entre ces deux pays, mais on sent des tensions. On se rappelle qu'à Davos, le Premier ministre Mark Carney avait déjà eu des propos très durs à l'égard des États-Unis. Et ici, on entre vraiment dans une crise extrêmement importante. On sait qu'il y avait l'ancien accord de l'ALENA, qui essayait de développer une sorte de grand marché avec le Mexique, les États-Unis, le Canada. Les États-Unis y ont mis fin et donc on voit l'extrême difficulté de négocier. Mais il faut se rendre compte que dans 38 États américains, aujourd'hui, le Canada est le premier partenaire commercial. Donc les deux pays sont intrinsèquement liés et il va falloir trouver une solution. Et puis peut-être laisser passer au moins les midterms, voir le mandat de Donald Trump, et en attendant trouver d'autres partenaires pour le Canada. Ça peut être qui? Quels sont les autres principaux partenaires commerciaux des Canadiens aujourd'hui? Vous avez entièrement raison. C'est d'ailleurs un des éléments qui a peut-être fait achoper les négociations, la volonté américaine de restreindre la capacité du Canada à signer des accords commerciaux. Et on a vu ces derniers temps le Premier ministre Carney se rapprocher notamment de la Chine. Donc c'est probablement aussi un des éléments qui joue. Le Canada est en train de diversifier ses partenaires. Ça ne plaît pas énormément aux États-Unis. Dernier élément, vous l'avez souligné, il y a les midterms et c'est problématique pour Donald Trump d'avoir cette guerre commerciale, en plus d'une autre guerre, mais cette guerre commerciale avec le Canada, d'autant que toute une série d'États sur le long de la frontière canadienne ont beaucoup de relations avec le Canada et il est possible que ce sera utilisé par les démocrates dans les discussions, d'autant qu'on sait que la majorité des Américains, de l'ordre de 53% des Américains, sont fermement opposés à toute taxe supplémentaire par rapport aux produits canadiens. Merci beaucoup Serge Aumain de nous avoir éclairé ce matin. Et on suivra évidemment l'évolution de la situation.